Docteur Claudia Châtelu, 22 juin 2020. Je suis à Colmar, en Alsace, en France. Bonjour docteur Claudia Châtelu, comment allez-vous et quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu? Bonjour, je vais très bien dans cette sortie de crise qui a été un peu difficile. Cette crise que nous avons traversée à l'hôpital Pasteur de Colmar, que nous avons pris de plein fouet en fait, par l'arrivée de nombreux patients petit à petit, jour après jour, atteints du coronavirus. C'était une expérience très difficile. Clau- L'organisation de cet hôpital et la gestion de la catastrophe et de la crise. Alors avant qu'on continue à parler de l'actualité et du livre que vous avez écrit, j'aimerais qu'on remonte un petit peu dans le temps puisque très tôt, dès l'enfance et l'adolescence, vous avez choisi de vous tourner, vers les autres. Pourquoi est-ce que vous vous êtes spécialisé en médecine de catastrophe et en gestion de crise? Alors, je me suis d'abord spécialisée dans la médecine d'urgence. En fait, c'est des rencontres, des stages qui m'ont plu et ce qui m'a plu, c'est le travail d'équipe. C'est bien sûr un peu l'adrénaline, il faut le dire, mais surtout cette gestion au quotidien avec une prise en compte de l'environnement, avec une prise en compte des partenaires, des sapeurs-pompiers, des policiers sur intervention. C'est tout cet environnement-là qui m'a plu au début. La médecine de catastrophe, elle, c'est arrivé une dizaine d'années après à la suite du tremblement de terre de l'Aquila en Italie en 2009, où j'ai été très peinée que la France ne soit pas allée aider l'Italie. Et je ne comprenais pas, en fait. Et en fait, à ce moment-là, je n'étais pas spécialisée en médecine de catastrophe. Et un de mes amis m'a dit, écoute, j'aimerais que tu fasses un retour d'expérience sur ce qui est arrivé en Italie. Et en regardant un peu mieux comment il fonctionnait en Italie, j'ai compris qu'en fait, oui, ils n'avaient pas besoin d'aide parce qu'ils avaient suffisamment et tout ce qu'il fallait pour gérer la crise dans leur pays. En fait. Et à partir de ce moment-là, l'année suivante, je me suis inscrite à la capacité en médecine de catastrophe. Et là, j'ai commencé à me former. Ensuite, j'ai été médecin sapeur-pompier professionnel au SDIS du Rhône pendant 6 ans, où j'étais affectée justement aux risques exceptionnels, à tout ce qui touchait les plans de nombreuses victimes, les manifestations de grande ampleur, où il fallait organiser des dispositifs prévisionnels de secours, et notamment à Lyon lors de la Fête des Lumières chaque année, qui accueille des milliers de visiteurs. Et voilà, petit à petit, j'ai côtoyé les plans Orsec-Novi, les plans NRBC, donc avec des risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques. J'ai organisé des exercices de grande ampleur avec les pompiers, avec le SAMU. Et voilà, petit à petit, je suis rentrée comme ça dans la catastrophe. Puis, il y a 3 ans, nous sommes revenus pour des raisons professionnelles pour mon mari. Nous sommes revenus en Alsace. Alsace qui est ma région d'origine et Colmar qui est ma ville d'origine. Et j'ai réintégré l'hôpital, les urgences. Je suis donc détachée aux urgences pour 5 ans. Et là, je ne pensais pas que j'allais vivre ma première catastrophe ici, chez moi, en fait. Voilà. Et tout au long de ces années, je m'étais spécialisée dans la gestion de crise et aussi dans la gestion de crise européenne, Alors, avec la protection. pardon. Il y a une autre crise à laquelle vous êtes confronté, depuis des années en tant que médecin, urgentiste à l'hôpital, Pasteur de Colmar. C'est cette crise du manque de moyens, cette crise que vous dénoncez, manque de moyens financiers, manque de moyens humains. Non seulement vous n'avez pas entendu, mais en quoi est-ce que ça a véritablement creusé et renforcé le nid de la catastrophe que nous venons de vivre? Alors, depuis quelques années, les services d'urgence en France connaissent des difficultés en personnel, un manque de moyens, oui, mais parce qu'il y a une augmentation du nombre de passages par an.
avec donc des personnels qui ne suivent pas toujours. Et puis, il n'y a plus tellement d'urgentistes sur le marché. Donc, si vous avez des urgentistes qui démissionnent parce que la charge devient trop lourde, ben, il n'y a pas un vivier dans lequel on peut aller puiser pour aller chercher d'autres. Donc, on joue sur des effectifs qui sont souvent restreints et c'est pareil pour les infirmières. La charge étant devenue de plus en plus lourde avec des patients qui sont de plus en plus âgés. Donc, on ne s'occupe pas d'une personne âgée comme on s'occupe de quelqu'un qui est plus jeune. Ça prend beaucoup plus de temps, il y a plus de gestes, la personne âgée n'a plus d'autonomie. Voilà, tout ça, ça prend du temps et ça participe à la charge de travail. Donc, les hôpitaux étaient un peu en crise, et les services d'urgence. Et nous, dans le Haut-Rhin, alors pas tellement dans notre hôpital, puisqu'on avait l'effectif qu'il fallait, mais à l'hôpital de juste à côté, qui est le SAMU de notre département, ils étaient vraiment en crise d'effectifs. Alors au départ, le coronavirus a frappé, l'Italie comme premier pays, en Europe. Quand est-ce que vous avez, véritablement pris conscience que ça allait également arriver chez vous? Et quand ça a été le cas, vous avez été qualifié soudainement de Grand Est, comme si un petit peu, votre région n'appartenait plus à la France. Est-ce que vous vous êtes senti délaissé? Alors moi, j'ai pris conscience, comme je suis d'origine italienne, j'ai de la famille en Italie, on est sur des groupes WhatsApp, j'ai fait un Erasmus en Italie, donc j'ai encore des contacts avec des, des médecins italiens, et des anesthésistes, réanimateurs. Et donc, je suivais un petit peu de près, depuis le mois de janvier, ce qui se passait un peu en Italie. Euh, Quand la ville de Bergame a été touchée, quand ils ont commencé à avoir de plus en plus de cas, là, moi, j'ai pris conscience que, tiens, ça pourrait arriver chez nous aussi, et déjà, parce que nous, en Alsace, on n'est pas si loin de Milan, donc à vol d'oiseau, on se dit, ben, si ça arrive chez eux, je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas arriver chez nous. Voilà. Donc, et puis après, ben, c'est début mars, en fait, quand on a commencé, suite au rassemblement évangélique à Mulhouse, qui avait réuni plus de 2000 personnes dans une ambiance confinée sur 7 jours, enfin quasiment une semaine, et ben là, ça a vraiment explosé. On a commencé à avoir un cas, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et là, on s'est dit, ben, comme on savait qu'ils étaient 2000, 2500 dans cette atmosphère confinée, on s'est dit, ben, s'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, souvent des gens d'une même famille qui venaient consulter. Ben là, on se dit, ça va exploser, ça va être explosif. Forcément, il y en a beaucoup plus qui sont atteints. Et là, on a pris la mesure de ce qui était en train de nous arriver. Alors, il y a un terme que vous utilisez, qu'a utilisé également le président français Emmanuel Macron, qui revient dans le titre de votre livre, Ma guerre du Covid aux éditions des Équateurs, c'est celui de guerre. Pourquoi ce terme de guerre et quel visage a pris l'ennemi pour vous qui étiez sur le front tous les jours? Alors le visage de l'ennemi, c'est un ennemi invisible en fait, c'est un ennemi qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais on sait qu'on doit s'entourer de toutes les précautions pour nous, pour le patient. On sait qu'on se bat, mais c'est difficile quand c'est pas visible en fait, c'est compliqué. Donc on doit se protéger et c'est vrai que c'est assez dans le plus fort de l'épidémie ici en Alsace. On pouvait qualifier ça d'état de guerre. Quand vous arrivez au service, qu'il y a du matériel partout, rien n'est rangé parce que les personnels n'ont même plus le temps de ranger les différents matériaux, que vous êtes obligé de fouiller dans les cartons pour chercher de quoi vous habiller. Quand ça va très vite, quand vous vous rendez compte que d'habitude, vous intubez peut-être une personne dans la journée, mais que là, vous les enchaînez, vous et vos collègues, oui, on peut se dire qu'on était, en tout cas, nous, on avait ce sentiment de guerre, entre guillemets, euh, et par le stress qui planait tous les jours dans le service. Hein. C'était palpable, ça, c'était vraiment une tension qui était continue. Justement, qui dit guerre dit armes et comme vous l'évoquez, ben, vous manquiez, d'énormément, d'armes. Quelles armes psychologiques est-ce que vous avez trouvées en vous pour tenir le coup? Alors, moi, sur le plan personnel, pour moi, alors c'est vrai que les armes qu'on trouve, c'est le soutien qu'on peut avoir de ses amis, de sa famille dans ces périodes-là. Hein. C'est sûr que ça aide beaucoup. Après,
Sur le plan personnel, je suis allée chercher dans ce que je connaissais de la gestion de crise, de la catastrophe et des différents milieux dans lesquels j'avais pu appliquer les choses, ce que je pouvais prendre en fait d'intéressant pour essayer de gérer celle-là et qu'est-ce que je pouvais amener aux autres de ce que moi-même j'avais appris. Voilà sur ce sur quoi je me suis un petit peu raccrochée. Et puis après, c'était dans des discussions avec les autres où chacun a ramené comme ça sa petite pierre et je crois que c'est cette aide psychologique commune en fait et ce soutien, cette solidarité des équipes, que c'est là-dedans qu'on a trouvé notre force, je pense. Vous êtes médecin, mais vous êtes aussi, maman, comme vous le racontez dans votre livre. Est-ce qu'il y avait véritablement, un décalage entre ce que vous viviez en journée et puis le fait de rentrer le soir et de retrouver, votre famille, de retrouver comme ça, les enfants qui posent des questions et qui ne comprennent pas trop, si ce n'est que maman est sale, comme vous l'écrivez, à un moment donné? Claudia, ça s'est coupé, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous avez entendu la question? Non, pas la fin. D'accord. Donc je vous demandais s'il y avait ce décalage entre ce que vous viviez, bah, tous les jours, au front et puis le fait de retrouver à la maison, ben, votre famille, les enfants posant les questions, disant: «Maman est sale» quand vous rentrez, qui avaient compris que vous pouviez pas, tout de suite les approcher, les prendre dans les bras ou les embrasser. Alors oui, il y avait un décalage qui était énorme parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on était aux urgences, c'était une situation de guerre et dès qu'on sortait, il y avait un silence, hein. Comme les gens étaient confinés, il y avait personne dans les rues, il y avait pas de bruit ou s'il y avait des bruits, c'était que ceux des hélicoptères. Mais le temps de rentrer chez soi, c'était un silence avec personne sur la route. Donc, c'est difficile de se dire là, je quitte le front, en fait, et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. Et puis après, on arrive chez soi et on pousse la porte de chez soi et c'est comme avant. C'est presque comme avant, puisque votre famille n'a pas vécu la même chose, donc c'est normal. Hein. Eux, ils sont dans leur quotidien. Et vous, il faut un certain temps pour remettre tout en place. Donc c'est vrai que souvent je disais, puisque mon petit il a 7 ans, il voulait m'embrasser, je disais stop. Et puis voilà, il fallait d'abord que je sois bien propre pour pouvoir passer à l'étape suivante et être la mère de famille en fait. Il y a autre chose auquel vous êtes confrontés, tous les jours dans votre métier, c'est la mort qui fait partie, aussi de la vie. On l'oublie, trop souvent dans nos sociétés qui tendent à cacher la mort. Néanmoins, en quoi est-ce que ces morts-là vous ont révolté? Ce qui m'a révoltée, c'est déjà, c'est de voir des gens qui s'aggravent, des personnes qui arrivent en marchant en fait aux urgences, qui avaient mon âge, qui se plaignaient d'avoir de la fièvre, de pas être bien, et qui vous disaient j'ai du mal à respirer, je suis pas bien, je me sens pas bien, et qui s'aggravaient dans les 2 heures et qu'on devait intuber. Et donc oui, ça on a du mal à comprendre puisqu'on s'y attend pas. En fait, c'est des gens qui n'avaient pas forcément des maladies particulières, ou même pas du tout en fait, et qui se sont aggravés comme ça et qui parfois, dans les jours suivants, sont décédés. Et donc là, c'est vrai qu'il y a quand même pour le médecin que je suis, sur le coup, une incompréhension. Donc, il y a cela, puis après, il y a les personnes, les personnes âgées ou très âgées qui étaient en fin de vie et que parfois on gardait au service. Donc, oui, il y a tout l'accompagnement palliatif qu'on ne pouvait pas réaliser comme on voulait, exactement comme on voulait. Donc, ça, c'est difficile. Ça a été difficile pour les équipes, pour tout le monde, pour les familles aussi. Donc, il faut beaucoup parler, beaucoup expliquer, et puis parfois même pas faire exactement comme on nous dit, mais laisser quand même rentrer une personne, l'habiller et prendre toutes les précautions, mais pour qu'il y ait quand même cet accompagnement et pour que la personne qui partage la vie de cette personne qui est en train de décéder puisse après faire son deuil, en fait. Donc, il y avait tout ça. Et puis après, la finalité, c'est ce qui a été très difficile pour les équipes soignantes, c'est de mettre les corps dans une housse en plastique et de refermer la housse.
Et ça, souvent, les infirmières vous disent, même encore maintenant, ce geste-là, je l'ai encore en mémoire. Et vous, après avoir été, tellement confronté comme ça, à la mort, est-ce que vous voyez autrement la vie? Alors, à la mort, on est confronté dans notre travail, au quotidien. Après, ce qui change, c'est tout ce qu'on a vécu pendant ces 2 mois aux urgences. C'est vrai que ça relativise beaucoup de choses et ça fait changer quand même son angle de vue sur la vie et sur les choses qui sont importantes et celles qui le sont moins, en fait. Alors le 13 avril, vous écrivez que le confinement vous paraît, nécessaire. Est-ce que néanmoins, vous redoutez une seconde vague, sachant qu'en Normandie, par exemple, le nombre de cas est en train d'augmenter? Alors, je m'attends qu'il y ait des cas peut-être tout le temps, des clusters, des choses comme ça, mais je pense qu'une vague comme celle qu'on s'est prise dans le Haut-Rhin, je ne veux pas y croire en fait. Je me dis que ça ne sera pas pareil. Déjà, on a plus d'expérience, on est maintenant organisé pour ça, donc on saurait comment faire tout de suite en fait. On n'a plus besoin d'y réfléchir. On l'aborderait vraiment différemment. À l'époque, quand c'est arrivé chez nous début mars, on savait très peu de choses sur ce virus et on se l'est pris de plein fouet. Donc, on n'a pas eu le temps de se préparer. Vous écrivez aussi que les soignants ne sont pas des héros, néanmoins, les gens vous ont applaudi tous les soirs comme des héros, mais aussi avec l'esprit de vous soutenir. Il y a aussi eu des promesses de primes pour vous soutenir financièrement, faire un geste envers vous. Or, on sait aujourd'hui que ces primes n'ont pas toujours été versées à ce jour. Pourquoi vous avez ressenti l'envie d'écrire ce livre, de pousser ce cri et d'éveiller nos consciences? Alors, déjà, ça a été une rencontre avec le journaliste Stéphane Loignon qui m'a proposé d'abord un article pour Le Parisien Week-end, après m'avoir interrogé pendant les 15 jours au plus fort de la crise. Et cet article est sorti début avril. Et c'est dans les suites de cet article qui m'a proposé qu'on continue nos entretiens, qu'on a continué jusqu'en mai, pour en faire un livre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un peu hésité et puis je me suis dit non, on va oublier. Euh, on va peut-être tout oublier et ne pas se servir de tout ce que ça nous aura appris ou de toutes ces décisions qui finalement n'ont pas été prises ou ont été prises mais ont eu une mauvaise répercussion sur le terrain. Je me suis dit, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut le dire, il faut l'écrire et il faut laisser une trace. Et vous, à travers cette trace-là, vous espérez qu'on va changer quoi à l'avenir? Alors moi, j'espère qu'on changera notre manière de gérer la crise. J'espère qu'on arrivera à mieux anticiper les choses quand ça arrive dans d'autres pays ou quand ça arrive surtout dans les pays voisins. Donc j'espère qu'on arrivera mieux à anticiper, qu'on arrivera mieux à gérer la crise au niveau régional surtout, avec une bonne entente région et locale. Local, c'est l'hôpital, hein, c'est tout ce qui tournait autour de Colmar et collectivités territoriales. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des axes d'amélioration à prévoir. Je pense qu'il faut qu'on arrive à mieux écouter le terrain parce que le terrain a de bonnes idées et que c'est ce qui nous a permis de sortir de cette crise, en tout cas à l'hôpital Pasteur de Colmar. C'est bien les idées de chacun combinées ensemble qui ont permis finalement une bonne gestion locale de la crise, même si elle a été difficile. Voilà, donc ça j'espère. Et après, au niveau européen, j'espère qu'on va avoir une politique de santé européenne, qu'on va inscrire ça dans les textes, parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas pu déclencher rapidement sa réaction face à la crise, tout simplement parce que ce n'est pas écrit dans les textes, parce qu'il n'y a rien de formalisé. Donc ça, il faut maintenant le formaliser parce qu'il y en aura peut-être d'autres. Et s'il y a bien quelque chose qui rassemble les États membres et qui est très solidaire, c'est bien ça en fait. C'est bien face à la menace qu'on doit être solidaire. Et c'est ce que disait
le président Schuman lors de sa déclaration, il faut être solidaire face à la menace et ça doit être de fait, quoi. À travers votre livre, on découvre votre métier, mais aussi plusieurs métiers de soignants, plusieurs métiers qui ne sont jamais abordés, qui sont des gens qui travaillent souvent dans l'invisibilité. Est-ce que vous aimeriez, grâce à ce livre, susciter également des vocations? Bah, j'espère, oui, j'espère que ça rendait aussi hommage à toutes ces professions qu'on voit pas, qu'on connaît pas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, hein, mais il faut savoir, par exemple, dans cette crise, on parle souvent des médecins, des infirmiers, mais on parle très peu des aides-soignantes, on parle très peu des ASH qui faisaient le ménage dans chaque box, mais d'une manière approfondie, avec une charge de travail énorme pour elles, hein, et on n'en a pas beaucoup entendu parler. Pareil pour les gens, les brancardiers, qui ont transporté des nombreux corps et pour lesquels c'était vraiment difficile. C'est vrai que je pense qu'il y a des professions qu'il faut mettre en Claudia, vous m'entendez? vocation, ça donnera envie aux médecins et aux infirmiers de bouger et de changer, par exemple, d'environnement, d'aller voir ce que c'est que d'être dans le service de santé des pompiers, d'aller voir ce que c'est que d'être dans le service de santé de l'armée, parce qu'il y a des choses intéressantes à prendre, notamment dans la gestion de crise et dans la gestion de l'humain dans ces environnements-là. C'est quelque chose que vous aimeriez éveiller auprès des prochaines générations également? Ah oui, j'espère, oui. Eh bien, merci beaucoup, docteur Claudia Chatelus pour ce témoignage très important et surtout portez-vous bien. Merci à vous. Au revoir.